Vincent Dublange. Bonjour Andréane, bonjour tout le monde. À la une de votre journal, la situation confuse mais très tendue à Goma. Nous entendrons le témoignage d'un habitant qui, comme beaucoup, vit terré chez lui depuis hier alors que les tirs d'armes automatiques continuent de résonner ce matin dans la cité. Le Conseil de sécurité de l'ONU parle de mépris éhonté de la souveraineté de la RDC, appelle au départ des troupes extérieures, mais ne cite pas nommément le Rwanda. Sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est. D'ici demain, les présidents Tshisekedi et Kagame sont annoncés. Dans cette édition également, la maintenance d'une centrale électrique et de nombreux délestages à prévoir à Brazzaville et Pointe-Noire pendant un peu plus d'un mois. La journée internationale de commémoration de la Shoah, reportage au musée dédié au génocide dans la capitale économique de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Et puis le journal des sports dans 10 minutes, le tirage au sort attendu aujourd'hui de la CAN de foot à 18h temps universel à Rabat au Maroc. Toujours donc entendu ce matin à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo qui demeure dans l'incertitude et sous forte tension. Les habitants évoquent des tirs sporadiques dans la soirée et qui ont donc repris à l'heure où l'on parle dans les quartiers nord de Goma et en centre-ville. Hier, en fin d'après-midi, le M23 soutenu par le Rwanda était aux portes de la ville. Ce qui est certain, c'est que les habitants de Goma vivent des heures très difficiles, commerces pillés, fermés pour la plupart, pas d'eau ni d'électricité courante. Gomatraciennes et Gomatraciens sont terrés chez eux. Écoutez ce témoignage. Goma, aujourd'hui, c'est le chaos. En tout cas, tout le monde a peur. Et ce qu'on attend, ce sont des détonnements de bombes. On ne sait pas où quand même, mais c'est très loin. Et à cause de ça, il y a de panique dans la ville. Tout le monde reste à la maison et personne ne sait exactement la vraie situation, mais seulement c'est la peur. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et puis ici dans le quartier, on s'organise. Par exemple à la maison, mon père il a une moteur groupe électrogène. C'est ce qui alimente la maison. Les voisins viennent, ils chargent leur téléphone. Et il n'y a pas aussi d'eau parce que quand il pleut, les gens trouvent de l'eau. S'il ne pleut pas, c'est le chaos. Un habitant de Goma. Les déplacés internes étaient nombreux dans les camps autour de la ville, autour d'1 million selon l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les combats s'en sont rapprochés ces derniers jours. Le coordinateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Le Marquis, fait part de sa profonde inquiétude. J'appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme immédiat à l'escalade militaire. Cette violence exacerbe les souffrances des populations de l'Est de la RDC et aggrave les conditions déjà précaires des civils. La communauté humanitaire exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour faire face à la crise humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave rapidement. En attendant la cessation des hostilités, elle appelle à des pauses humanitaires temporaires dans les zones les plus affectées et les plus à risque afin de permettre l'évacuation des blessés et des civils des zones de combat actifs. Au nom de la communauté humanitaire, je rappelle à toutes les parties au conflit armé les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire. Les civils, ainsi que les infrastructures civiles fournissant des services essentiels, ne doivent jamais être prises pour cible. Les civils doivent pouvoir accéder à l'aide humanitaire en toute sécurité et dans la dignité. Bruno Le Marquis, le coordinateur d'OCHA en RDC, propos recueillis, tout comme l'habitant de Goma par Guillaume Thibault. L'aéroport de Goma ne peut plus être utilisé pour des évacuations ou des opérations humanitaires, dit Bintou Keïta. Elle dirige la MONUSCO, elle représente donc l'ONU en République démocratique du Congo. La Guinéenne s'exprimait hier en visioconférence depuis la RDC devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces 15 membres se sont réunis pendant 3 heures. L'ONU, les pays occidentaux se sont montrés très critiques avec le Rwanda, le Royaume-Uni évoquant des crimes de guerre après la mort de Casque Bleu, évoquant des sanctions possibles aussi. Russie et Chine, notamment, au contraire, ont refusé d'accuser directement Kigali. Quelques heures après la fin de cette réunion, une déclaration commune est sortie, un texte qui dénonce le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Conseil de sécurité réclame le retrait des forces extérieures. Il ne nomme pas explicitement le Rwanda, mais fait référence aux divers rapports du groupe d'experts de l'ONU qui, lui, indique le soutien direct sur le terrain de l'armée rwandaise au M23. L'armée rwandaise, elle, et le gouvernement, de manière générale, parle de mesures défensives. Le gouvernement rwandais continue de dire que le problème du M23, selon lui, est un problème congolais. Face à cette situation extrêmement précaire donc de Goma, la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, convoque un sommet extraordinaire dans les 48 heures
en présence, nous dit la présidence kenyane, des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La capitale politique de la République du Congo, tout comme la capitale économique, Pointe-Noire, touchée par des délestages. Les deux principales villes du Congo sont sur courant alternatif depuis ce week-end et cela devrait durer au moins jusqu'à début mars, dit la Société nationale d'électricité. Elle est en train de procéder à une révision générale de l'une des turbines de la centrale électrique de Pointe-Noire. Loïcia Martial, les habitants de Brazza s'adaptent, mais c'est compliqué. Nous sommes au quartier Massingo, au nord de Brazzaville. Sur une avenue non aménagée mais très fréquentée, Hugues tient une alimentation qu'il ferme à la nuit tombée ces derniers jours faute de courant. Le gérant craint beaucoup pour sa marchandise. Le courant en ce moment c'est un véritable casse-tête. Ça fait plus ou moins 4 jours qu'on est dans le noir. Moi qui propose les produits laitiers, je ne sais pas comment faire. Là, ma véritable crainte est de voir la marchandise pourrir. Donc c'est vraiment compliqué, c'est triste. Plus loin de Massingo, à Makelekele au sud, le premier arrondissement, les plaintes fusent. Juvenal est convaincu que malgré les coupures, la facturation ne va surtout pas changer. En tout cas, le courant au Congo, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, c'est vraiment pas le courant. Ça fait des années, c'est toujours la même chose. Notre courant là, c'est un mauvais courant. La facture est toujours élevée, le courant n'est pas bon. Ça fait des années qu'on est comme ça. Dans les quartiers comme les Filou, les Makelekele, les Poto-Poto, c'est toujours la même chose. Selon une source à la Société énergie électrique du Congo, les perturbations constatées ces derniers jours vont durer une quarantaine de jours. Le temps de faire une révision générale de l'une des 3 turbines de la centrale électrique du Congo, de 150 MW, qui a largement dépassé les heures de fonctionnement prévues, explique la même source. Sinon, elle pourrait se dégrader très rapidement. Dans le cas contraire, Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. RFI, il est 7h37 à Khartoum où le général Bohan est de retour au cœur du quartier général de l'armée régulière. La reprise de ce lieu, tout autant symbolique que stratégique, est donc désormais confirmée. Le Soudan et la condamnation de l'Arabie Saoudite qui parle de violation du droit international humanitaire après l'attaque de drones contre l'hôpital saoudien d'El Fasher. C'était vendredi, attaque qui a fait au moins 67 morts. El Fasher, capitale du Darfour Nord, assiégée depuis près d'un an par les paramilitaires FSR. Des Soudanais qui manifestent au Niger depuis plus de 4 mois. Ils dénoncent chaque jour de façon pacifique leurs conditions de vie difficiles. Ces demandeurs d'asile d'Agadez, la grande ville du nord du Niger, demandent à être réinstallés ailleurs. Ils sont originaires du Soudan pour la plupart. Certains ont été expulsés par l'Algérie voisine, d'autres arrivent de Libye. Ils interpellent tous Magali Lagrange, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous ne voulons pas rester ici. La phrase est écrite en anglais sur une pancarte tenue par plusieurs femmes. Sur d'autres photos ou vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des enfants montrent des cartons sur lesquels sont inscrits des chiffres qui correspondent au nombre de jours de manifestations pacifiques. Depuis septembre, ce groupe de demandeurs d'asile dénonce quotidiennement ces conditions de vie difficiles. Accueillis dans le centre humanitaire près d'Agadez, qui regroupe environ 1900 personnes en attente de l'examen de leur demande d'asile, la plupart sont originaires du Soudan, comme ce jeune homme, la vingtaine, qui a fui son pays, passé par l'Égypte, la Libye. Il est arrivé au Niger en juillet dernier, après son expulsion par l'Algérie. Il demande des solutions. Nous sommes coincés et ici l'avenir est incertain, confie-t-il. Le HCR s'inquiète dans un communiqué des tensions grandissantes au centre humanitaire. L'agence onusienne reconnaît les difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile. Elle rappelle qu'en raison du nombre de places très restreint accordées par les gouvernements, moins de 1% des réfugiés bénéficient d'une réinstallation dans un pays tiers et mettent en avant des solutions locales pour qu'ils puissent vivre et travailler au Niger. Magali Lagrange. C'est aujourd'hui, 27 janvier, la journée internationale de commémoration de la Shoah, le génocide perpétré par l'Allemagne nazie de 6 millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, d'opposants politiques. Ce 27 janvier, cela fait 80 ans que l'armée soviétique a libéré le principal camp d'extermination, celui d'Auschwitz-Birkenau. 1 million d'êtres humains y ont été assassinés. Quelle mémoire aujourd'hui pour la Shoah en France? C'est notre grand reportage du jour. Dans le journal de 6h Temps Universel, nous visitons une exposition du mémorial de la Shoah à Paris sur les photos prises par les nazis eux-mêmes et qui apportent des éléments nouveaux. Dans cette édition, direction Johannesburg, l'Afrique du Sud, pays hôte de la plus grande communauté juive du continent africain. Un musée y a ouvert en 2008. Reportage Joséphine Klockner. Dans la vaste salle d'exposition du centre de l'Holocauste et du génocide, un groupe de footballeurs découvre la montée du nazisme jusqu'au camp d'extermination
Dominique Lebona, l'un des joueurs. De penser que les gens ont été déplacés en masse jusqu'à leur mort, c'est effrayant. Des millions d'innocents sont morts à cause d'une idéologie politique. Setchere Tsotetsi, qui a proposé à ses coéquipiers de plusieurs équipes de Soweto de visiter le centre. Lui-même l'a découvert il y a 1 an et en est déjà à sa 4e visite. Quand je suis venu pour la première fois et que j'ai découvert l'histoire de l'Holocauste, j'ai été tellement ému. Et puis ces émotions m'ont fait comprendre que c'était important d'apprendre cela pour confronter nos propres problématiques. Le centre, qui retrace aussi le génocide rwandais, questionne surtout les visiteurs sur les mécanismes d'amplification de la haine jusque dans la société sud-africaine. De grandes photos dépeignent les violences xénophobes des dernières années. Catherine Boyd, responsable éducative du centre. Souvent, cela aide d'étudier l'histoire d'un autre pays pour ensuite se pencher sur notre propre histoire et les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui en tant que Sud-Africains. Notre objectif est vraiment que les visiteurs établissent des connexions par eux-mêmes. Pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz, une des 300 rescapés qui se sont réfugiés en Afrique du Sud après la guerre témoignera au centre devant des écoliers. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI. Ces 3 prochains mois, à part l'Égypte et Israël, aucun pays ne recevra d'aide américaine dans le monde, sauf s'il s'agit d'aide alimentaire d'urgence. L'administration Trump veut tout réévaluer avant de décider. Et cette pause touche, par exemple, le PEPFAR. C'est un programme de lutte contre le VIH-Sida. Il a aidé 55 pays dans le monde, sauvé des millions de vies. Nicolas Feldman, les acteurs concernés sont donc très très inquiets. Du Malawi au Zimbabwe, du Mozambique, en Ouganda, le professeur de médecine François Venter de l'université de Johannesburg décrit depuis ce week-end une plongée dans l'inconnu. Les gens paniquent sur le terrain. Si le financement de PEPFAR est complètement arrêté dans un pays comme l'Ouganda, par exemple, ça veut dire que personne ne pourra plus avoir accès aux médicaments antirétroviraux et que des centaines de milliers, si ce n'est des millions de personnes mourront. Nous n'avons aucune communication des Américains sur l'avenir de ce plan. Et ce manque d'informations fait très peur. Au-delà des traitements, le plan de lutte américain contre le VIH soutient du personnel médical, finance dans une trentaine de pays d'Afrique des campagnes de dépistage et de prévention. Ces programmes sont en place depuis 20 ans, depuis l'administration Bush. Ils ont bénéficié à des millions de personnes et s'adressent aux populations les plus exposées au VIH. Et les résultats sont exceptionnels. L'arrêt de ce plan serait terrible. D'après un haut responsable du Centre de prévention des maladies, l'Africa CDC, les pays du continent pourraient se tourner à l'avenir vers d'autres partenaires internationaux, à moins que les gouvernements africains ne s'accordent eux-mêmes pour financer ces programmes de santé. Nicolas Feldman du service économie de Radio France Internationale. Andréane Mélard, c'est à vous. Merci Vincent Dublonge. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. 3 à Paris dans 20 minutes, un nouveau journal présenté par Martin Guez et ensuite un peu avant 7h20, témoignage exceptionnel sur RFI, Ginette Kolinka, survivante de l'Holocauste. Elle a été à Auschwitz en 1944 et elle raconte l'enfer, le traumatisme et la mémoire. Entretien avec Arnaud Pontus à suivre et à retrouver sur notre site rfi.fr. Avant cela, notre grand invité Afrique, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, candidat à la succession de Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Mais d'abord le sport. Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Andréane. En architecture, on parle de pose de la première pierre et c'est un peu ce qui se passe pour la CAN 2025 avec ce lundi le tirage au sort de la phase finale. C'est le grand jour pour les 24 sélections qualifiées. Rabat, la capitale marocaine, s'est mise sur son 31 pour cette première étape de la Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le gratin du foot africain est d'ailleurs réuni à l'image de l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf, finaliste de la CAN 2002, désormais ambassadeur de la CAF. Il estime qu'à travers cette CAN, le Maroc peut voir plus loin et vers la Coupe du Monde 2030 que le pays accueillera avec l'Espagne et le Portugal. Cette Coupe d'Afrique, c'est pour les Africains. On se doit de montrer à tout le monde qu'on est prêt. On est là pour commencer la fête de 2030, la fête de la Coupe du Monde 2030. C'est pour ça qu'on se doit de se donner la main dans la main. Et je fais appel à tous les amoureux du football mondial de venir nombreux et que je demande aux Marocains aussi que les stades soient pleins. Que ça ne soit pas quand le Maroc joue, le stade est plein, quand les autres jouent, ils ne sont pas là. C'est leur fête, c'est à eux de montrer au monde entier qu'ils sont prêts
et pourquoi pas faire la meilleure Coupe d'Afrique possible, parce que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute et je crois que les Marocains sont capables, avec l'aide de tous les Africains et les amoureux du foot. Et là, Diouf avec Olivier Pron, la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2025 débute à 18h temps universel. En France, petite surprise en conclusion de la 19e journée de Ligue 1. Avec la défaite de l'Olympique de Marseille face à Nice, le dauphin du Paris Saint-Germain s'est incliné sur le score de 2-0 face à une équipe niçoise qui en profite pour remonter à la 4e place du classement à 4 points de l'OM. Evan Guessant, l'Ivoirien, aura été le grand artisan de ce succès niçois avec un but et une passe décisive. Autres buteurs africains de cette 19e journée, Ernest Nouama, le Ghanéen, dont l'ouverture du score n'aura pas suffi à Lyon, repris par le FC Nantes grâce à l'Égyptien Mostafa Mohamed, tandis que Montpellier, mal en point ces dernières semaines, redresse la tête avec une victoire 2-1 sur Toulouse, avec des buts du Malien Modibo Sagnan et du Marocain Othman Mama. On termine avec le handball et l'Égypte en quart de finale du mondial masculin. Les Pharaons vainqueurs 31-24 sur le Cap-Vert lors de la dernière journée du tour principal. Succès qui permet aux Égyptiens de passer devant l'Islande au classement à la différence de but. Pour le Cap-Vert, c'est en revanche la fin du parcours. 5e revers en 6 matchs dans ces championnats du monde, conclu à la 23e place par les Cap-Verdiens qui égalent ainsi leur performance de la dernière édition il y a 2 ans. Performance d'ensemble qui ne satisfait pas totalement l'arrière-gauche des requins bleus, Edmilson Araujo. Le bilan n'est pas satisfaisant car nous jouons pour gagner les matchs. Nous en avions 2 que nous pouvions gagner. On l'a fait contre Cuba mais pas contre l'Argentine. C'est décevant parce que nous sommes une équipe avec beaucoup de qualité. Mais nous devons continuer à travailler pour être meilleurs. Atteindre le tour principal, c'est un grand succès car on a pu affronter les meilleures sélections et c'est très important. À l'arrivée, cette 23e place représente beaucoup de travail et les difficultés par lesquelles nous sommes passés. Nous sommes un peuple qui lutte énormément et nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Edmilson Araujo avec Marco Martins. L'Égypte, seul représentant africain encore en lice dans ce mondial, affrontera l'équipe de France ce mardi en quart de finale. Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. En République démocratique du Congo, des tirs à nouveau entendus ce matin à Goma, dans l'est du pays, dans les quartiers nord et en centre-ville. La capitale provinciale du Nord Kivu, où le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, se trouve donc aux portes de la ville. Hier soir, en tout cas, des affrontements qui les opposent aux forces armées congolaises et ses alliés, et qui étaient au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier. Le Conseil de sécurité qui a condamné dans la soirée, je cite, le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Également à la une ce matin, la journée mondiale dédiée aux victimes de l'Holocauste, jour anniversaire aussi de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau au lieu de la barbarie nazie. Témoignage d'une survivante, Ginette Kolinka. Rendez-vous tout à l'heure à 7h15 heure de Paris. Et puis au Proche-Orient, la prolongation de l'accord de trêve entre Israël et le Liban, alors que 22 morts ont été comptabilisés hier dans le sud du Liban. Ce sera le 15 février prochain. Les 55 chefs d'État de l'Union africaine éliront le nouveau président de la commission de l'UA pour un mandat de 4 ans. 3 candidats briguent donc ce poste, notamment le ministre djiboutien des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, qui est notre invité ce matin. Il répond à Christophe Boisbouvier. Mahmoud Ali Youssouf, bonjour. Bonjour. La guerre fait rage dans l'est du Congo. La ville de Goma est menacée par les assaillants. Le Congo vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Que doit faire l'Union africaine face à cette situation? Je dois rappeler d'abord que le président Lourenço est le champion de l'Afrique pour donc la paix et la stabilité. Il est déjà engagé depuis plus de 2 ans pratiquement sur ce dossier et je crois que l'Union africaine doit continuer à soutenir les efforts du président Lourenço, appeler à la désescalade entre la RDC et le Rwanda et travailler surtout au désarmement des mouvements armés à l'est du Congo. Comme vous le savez, il y a le M23, mais il n'y a pas que le M23, il y a d'autres mouvements armés tels que le FDLR, la Codeco et les ADF. La médiation du président Lourenço, ces efforts doivent être maintenant plus intenses et éviter surtout plus d'escalade entre le Rwanda et la RDC, systématiquement et impérativement éviter un conflit ouvert entre ces 2 pays. Je crois que c'est toute la région des Grands Lacs qui risque d'être déstabilisée. Alors vous savez que si Kinshasa vient de rompre ses relations diplomatiques avec Kigali, c'est parce que la RDC accuse son voisin rwandais de soutenir les rebelles du M23. L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne disent la même chose, mais pas l'Union africaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus de l'Union africaine de désigner
désigné nommément le Rwanda. Je crois que la complexité de la situation sur le terrain impose à l'Union africaine d'avancer à pas compter et surtout faire en sorte que toutes les chances d'une désescalade rapide restent encore entre ses mains. Je crois que c'est l'objet de la médiation du président Lourenço qui, lui, essaye donc de passer outre ces accusations. Je pense qu'avec cette histoire de rupture des relations diplomatiques, le président Lourenço va certainement prendre des mesures encore plus importantes afin d'amener les deux parties autour de la table. Et ce n'est pas en jetant l'anathème sur X ou Y qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Mahmoud Ali Youssouf, si vous êtes élu le 15 février prochain, quelles seront vos deux priorités? D'abord, il y a un travail à faire au niveau de la Commission, dans l'organisation interne de la Commission, sa gestion financière, la gestion de son personnel. Et je commencerai d'abord par mettre de l'ordre dans la Commission. Ça, c'est un premier élément. L'une des autres priorités qui me tient à cœur, c'est justement la paix et la sécurité sur le continent. On vient de parler de la question de la RDC. Il n'y a pas que la RDC aujourd'hui, malheureusement, même si c'est un sujet aujourd'hui brûlant. Nous avons la crise au Soudan qui est une guerre ouverte, où des milliers et des milliers de gens sont morts, des millions déplacés. Nous sommes également dans des situations difficiles à gérer dans le Sahel. Et je crois que la nouvelle commission qui arrivera et son président à sa tête auront beaucoup à faire en matière de paix et de sécurité. Face à vous, Mahmoud Ali Youssouf, il y a deux candidats, le Kenyan Raila Odinga et le Malgache Richard Randréamandrat. Qu'est-ce qui vous distingue de ces deux autres candidats? Le fait que je sois un diplomate de carrière, d'abord, avec 33 ans d'expérience en matière de diplomatie multilatérale. Je suis toujours ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, donc je fréquente très régulièrement les arcanes de l'Union africaine, donc c'est une organisation que je connais très bien. Je viens d'un petit pays, certes, mais un pays carrefour entre les trois continents, un pays qui est un creuset culturel. Aujourd'hui, le monde arabe et l'Afrique se rejoignent à Djibouti. Djibouti est un pays stable qui fait des efforts colossaux en matière de sécurisation de la navigation maritime dans les détroits de Bab el-Mandeb. Mon pays a démontré déjà par le passé qu'il était un grand contributeur à la lutte contre la piraterie et le terrorisme. Nous avons des forces qui sont présentes en Somalie, sous la bannière de l'Union africaine, en Centrafrique, en RDC. Et donc, vous voyez un petit peu que les jeux sont ouverts. Mais je crois que j'ai des avantages comparatifs qui me donnent justement cette avance sur les autres candidats. Et je crois que le dernier débat, le 13 décembre à l'Union africaine, sur ces grandes questions de l'Union, a démontré un petit peu le profil des uns et des autres. Et je reste confiant. Alors justement, lors de ce débat du 13 décembre, vous avez été le seul des trois à vous exprimer alternativement en français, en anglais, en arabe. Est-ce que c'était une façon de montrer que vous avez un petit avantage linguistique sur vos deux adversaires? C'est très important. Je me présente comme un candidat qui est capable de créer des passerelles à travers cette capacité de communication avec toutes les cultures. Et je crois que cela me donne certainement un avantage comparatif par rapport aux autres candidats. Mais quand même, l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga, c'est un poids lourd, non? C'est un poids lourd dans son pays et peut-être pas forcément sur le continent. Mahmoud Ali Youssouf, je vous remercie. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères, candidat à la présidence de la commission de l'UA, il répondait à Christophe Beaubouvier. Notre chronique matières premières, on parle ce matin des stocks de cacao au plus bas, inférieurs à 3 mois de consommation. Les chiffres viennent d'être communiqués par l'Organisation internationale du cacao. Marie-Pierre Olfan. Les stocks mondiaux de cacao n'ont jamais été si bas. Ils ont baissé de près de 600 000 tonnes en un an selon les dernières estimations réalisées à la date du 30 septembre dernier, juste avant la nouvelle récolte qui a débuté en octobre en Afrique de l'Ouest, premier bassin mondial de production. Ces estimations sont toujours communiquées avec plusieurs mois de décalage et reflètent les stocks détenus dans les entrepôts européens, ceux qui sont encore chez les exportateurs et ceux qui sont aussi en transit sur un bateau. L'ensemble donne des réserves d'à peine plus d'1 million de tonnes, soit moins de 3 mois de consommation. Il ne s'agit là que d'une photographie approximative car tous les industriels ne jouent pas le jeu et ne communiquent pas leurs chiffres. Même chose pour les pays producteurs, seuls 3 d'entre eux ont cette fois-ci partagé leurs statistiques. Mais ces données, chaque année incomplètes, donnent néanmoins l'ordre de grandeur des stocks mondiaux et permettent à l'Organisation internationale du cacao de suivre leur évolution d'année en année. Plus les stocks sont bas, plus ils entretiennent la tension sur le marché, car ils offrent moins de sécurité à l'industrie en cas d'accident de production ou de rupture de la chaîne d'approvisionnement. La question est donc aujourd'hui de savoir si ces stocks particulièrement bas pourront être reconstitués par la récolte qui est en cours
cours. La Côte d'Ivoire, on le sait, fera mieux que l'année dernière, mais n'atteindra pas ses niveaux habituels de production. Le Ghana, jusque-là deuxième producteur mondial, doit lui prélever sur sa récolte 350 000 tonnes pour honorer des contrats de la dernière saison. Des signaux plutôt négatifs, sauf à considérer que la demande des consommateurs est en baisse, un point qui fait pour l'instant débat. Ces niveaux de stock qui viennent d'être rendus publics expliquent en tout cas peut-être le nouvel emballement des cours depuis le mois de novembre. Les traders en cacao ne sont pas les derniers informés et ont probablement déjà intégré cette nouvelle donne. Marie-Pierre Olfan pour la chronique Matières premières sur RFI. Pour le grand reportage, c'est à suivre sur RFI 20 minutes sur le terrain avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Et comme chaque jour, vous entendez un extrait de l'épisode du jour dans RFI Matin. Aujourd'hui, jour du 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On s'intéresse dans le grand reportage à la mémoire de la Shoah, alors que les derniers survivants racontent l'enfer des camps, que des vestiges subsistent en Pologne avec Auschwitz, mais pas que, en France aussi, que le chiffre de 6 millions de morts résonne. Quel regard porte la jeune génération sur ce massacre? Rencontre dans ce grand reportage avec de jeunes lycéens de Toulouse, dans le sud de la France. Mémoire de la Shoah, les jeunes se sentent-ils capables de la transmettre? C'est un grand reportage de Baptiste Coulon. En voici un extrait. Et ceux qui ont la plaque en photo du Recebedou, avec les déportés du Recebedou, si vous l'avez dans votre téléphone, vous la sortez à ce moment-là et vous essayez de prendre un ou deux noms, enfin vous voyez apparaître, et essayez de les trouver si c'est possible. La Shoah se raconte aussi à hauteur d'hommes et de femmes. C'est le parti pris d'Auschwitz I, aujourd'hui musée et mémorial, que s'apprêtent à visiter les élèves. Et c'est aussi le choix réalisé par Marie Albagnac, l'enseignante d'histoire. Toute l'année, ces lycéens étudient les récits de déportés originaires de Toulouse et de ses environs. En passant par la petite histoire, ça leur permet de mieux comprendre, on pense, la grande histoire et aussi de connaître quand même davantage le patrimoine local et l'histoire locale, parce qu'en fait on se rend compte qu'ils habitent pas très loin de ce camp d'internement sur lequel on a travaillé, mais ils ne savaient pas du tout qu'il existait, qu'il s'était passé de tels événements sur leur territoire qu'ils pratiquent tous les jours, quoi. Tu cherches plus loin Rosenwasser Salomon. Victime de la rafle du 26 août 42 à Toulouse. Des prénoms, des dates de naissance, plus de 4 millions de victimes connues de la Shoah sont répertoriées dans le livre des noms. Là, madame, je crois que j'ai trouvé Rosenwasser. On va prendre une photo. Salomon. Il y en a beaucoup en fait, il y en a partout. Et donc il serait mort le 15 août. Le 15 août 1932. Eh bien c'est pas bon, ça ne marche pas. C'est pas ça. Puisqu'il est censé être déporté le 26 août 42. Ah voilà. Là, Salomon, là c'est avec un O. Ouais. 1929. Un peu plus loin, Lohan et Roman se sont quelque peu écartés de la consigne initiale. On cherche une personne qu'on a en commun, qu'on connaît. Et donc on essaye de voir s'il y a peut-être un de ses descendants qui est ici. Moi c'est ma pote et lui c'est sa petite copine. Donc, et donc là vous essayez de voir... de voir s'il y a peut-être son nom de famille dans le livre. Donc là je cherche un nom de famille précis et je trouve quand même 10 personnes qui ont ce nom de famille pour un nom très précis. C'est impressionnant. Et elles viennent tous d'endroits différents et ça montre vraiment la diversité des personnes qui ont été touchées par le génocide. Ce grand reportage de Baptiste Coulon à retrouver aujourd'hui en intégralité sur RFI à 12h10 et 20h40 heure de Paris, à retrouver aussi sur notre site et notre application RFI Pure Radio. Et puis à 7h15 tout à l'heure, témoignage d'une survivante de la Shoah, Ginette Kolinka, au micro d'Arnaud Pontus. Pour Juan Gomez, une armée unifiée pour lutter contre le terrorisme et un passeport commun pour les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur coopération. Que vous inspire ces annonces à quelques jours de leur retrait effectif de la CEDEAO?